Salam alaikum, Azul Flaoun. Bonsoir. Les élections n'ont de réalité que dans une démocratie, dans un état de droit qui garantit l'exercice effectif des libertés. Ce simulacre électoral du 12 juin 2021, programmé par le pouvoir, ne peut avoir ni crédibilité ni légitimité. Comment peut-il être autrement lorsque cette parodie électorale se déroule dans un climat répressif extrême où règnent les agissements indignes, le zèle agressif et vindicatif des forces de l'ordre qui ont rompu totalement avec leur rôle premier, qui est la protection des citoyens. Cette échéance électorale destinée à parachever la feuille de route de la normalisation institutionnelle entamée avec l'élection présidentielle de décembre 2019, puis le référendum sur la révision constitutionnelle en novembre 2020, en quête d'une légitimité abîmée par l'émergence du mouvement populaire en février 2019. Le pouvoir entend, selon toute vraisemblance, à travers cette échéance, tourner définitivement la page de la transition politique réclamée vainement par le Hirak depuis la chute du régime d'Abdelaziz Bouteflika. D'ailleurs, ce n'est pas tant la représentativité qui semble préoccuper les autorités autant que l'accomplissement du rendez-vous lui-même. Le suffrage universel en Algérie, loin d'être l'expression de la volonté populaire, a toujours été le moyen par lequel le système politique, dominé par l'état-major de l'armée, se perpétue en s'auto-légitimant. Bien sûr, il préfigure d'ores et déjà une recomposition politique en vue, ne disposant pas de partis susceptibles de constituer une base politique, le pouvoir d'Abdelmadjid Tebboune, qui refuse de s'encombrer du compagnonnage des partis traditionnels jugés trop encombrants, entend miser sur la nouvelle société civile, incarnée par cette multitude de candidats indépendants, mais qui, à vrai dire, sont de véritables OPNI, objets politiques non identifiés. Une société civile qui pourrait se transformer à terme en parti présidentiel. Il comptera également sur l'islamiste Maison, qui espère que leur heure est venue enfin pour accéder au pouvoir. Mais reste la question de fond. Comment gagner la légitimité et donc aspirer à rétablir la confiance, clé de toute entreprise de redressement du pays et clé de voûte pour asseoir les bases politiques et économiques pour affronter les multiples défis qui se posent au pays. Dans un climat lourd, marqué par des arrestations tous azimuts, un verrouillage médiatique et politique, et compte tenu du spectacle offert par les candidats à la députation, il n'est pas dit que cette parodie électorale ne connaîtra pas le même sort que les précédents. Et même étouffé, il n'est pas dit aussi que le Hirak est définitivement anéanti. Avec les difficultés économiques, l'impasse risque de se corser davantage. Une perspective aux apparences d'un saut dans l'inconnu. Je ne vois pas aujourd'hui l'Algérie sortir de cette impasse politique, alors que ses voisins avancent, progressent, négocient, cherchent des compromis, discutent, malgré les soubresauts, la pandémie, les difficultés sociales. Et l'Algérie, pas du tout. L'Algérie s'enfonce progressivement dans un marasme qui est moins idéologique que social, parce que c'est un régime qui n'a pas su se renouveler et qui, dans le fond, ne cherche qu'une seule chose, se maintenir à tout prix. Et on voit que la société algérienne est capable de donner des leçons à ses dirigeants politiques, puisque depuis maintenant 2 ans et demi, le Hirak a été un exemple de position pacifique, avec un véritable contenu. La parenthèse électorale va se fermer inéluctablement. Le peuple poursuivra le combat pacifique inachevé pour libérer le pays et le peuple et recouvrer sa souveraineté, sans laquelle l'indépendance restera un mot vain et vide de sens.
Élection législative, défaite du pouvoir face au peuple du Hirak. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission, en première partie, avec notre confrère Chaban Kassi, journaliste qui sera avec nous depuis Paris et qui parlera aussi de la marche de Paris qui a eu aujourd'hui en France. On a aussi le plaisir d'avoir Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire depuis Alger. Ils sont avec nous depuis Alger, donc via Skype, et professeur Houari Addi, professeur émérite Sciences Po depuis Lyon. Khaled Drani, journaliste, qui sera avec nous depuis Alger. Cheikh Ali Belhadj, vice-président du FIS, qui sera avec nous via le téléphone depuis Alger. Maître Nabila Ismail, avocate et militante politique, elle sera avec nous aussi depuis Alger. Je vais commencer cette émission avec notre confrère Chaban Kassi. Chaban Kassi, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir Nasser et bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices et à tous les Algériens et les Algériennes qui nous regardent. Merci à vous, Chaban. Chaban, qu'est-ce que vous pouvez nous dire donc de la marche de la diaspora algérienne qui s'est tenue aujourd'hui? Donc, c'est une marche qui a été autorisée. Comment elle était? Alors d'abord, elle a été autorisée dans un contexte un peu particulier parce qu'il a fallu faire recours donc jusqu'à hier en début d'après-midi. Les organisateurs donc ont eu raison de leur demande. La marche a eu lieu. Alors ce qu'il faut retenir d'abord, c'est que c'est un dimanche supplémentaire, c'est une journée supplémentaire, ce sont des minutes supplémentaires comme cela maintenant existe depuis février 2019. Donc c'est unique. Vous le savez, on l'a encore lu aujourd'hui dans les slogans, on l'a encore lu aujourd'hui dans les mots des manifestants et des manifestantes, c'est unique, c'est toujours autant de pacifisme, autant de détermination et autant de lutte. Les Algériens et les Algériennes ne lâchent pas et c'est toujours ce qu'on peut retenir de ces marches, c'est-à-dire que c'est l'unité, l'union vers un seul chemin, celui de la liberté, pouvoir retrouver un État, pour pouvoir avoir un État de droit enfin en Algérie et avoir une démocratie en Algérie. Alors ce qu'il faut savoir, même si ce soir vous allez parler de ces législatives, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a parlé de ces opposants politiques qui ont été arrêtés, on a parlé de ces journalistes comme Khaled Drareni que je salue, que vous allez recevoir dans quelques instants et qui ont été relâchés, mais on a très peu parlé des législatives. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le peuple encore aujourd'hui à Paris, entre Paris et Stalingrad, se contrefiche de ces échéanciers, de ce calendrier du pouvoir. Il a même été dit pour conclure, par exemple, cette journée place de Stalingrad, c'est les mots d'un militant. Il dit, ils nous ont annoncé le 12-12, donc présidentielle, le 1er novembre constitution, le 12 juin, donc c'était hier législative, mais on ne s'en préoccupe pas, c'était pas du tout aujourd'hui l'ordre du jour. L'ordre du jour, c'était toujours, et c'est toujours la même chose, c'est vraiment uni vers ce même chemin, c'est-à-dire celui de la liberté et retrouver un État démocratique. Mais quels étaient les slogans, Chaban? On sait très bien que aujourd'hui, donc une journée après ces élections législatives qui ont été rejetées par la majorité des Algériens. Comment était la réaction de la diaspora algérienne aujourd'hui? Alors, les réactions par rapport à ces élections législatives, si on peut les appeler ainsi, la réaction, elle est toujours dans la dérision, dans l'autodérision, dans la dérision, dans le sarcastique, dans l'ironie, dans l'humour. Voilà, on sait très bien qu'hier, Charfi, Lani a annoncé ses 30%, mais les Algériens, malheureusement, j'ai envie de dire, parce que l'inverse aurait été meilleur en Algérie, mais ils n'y croient pas, ils savent très bien aujourd'hui, c'est ce qu'ils disent encore aujourd'hui, c'est que il n'y a pas d'élection en Algérie organisée. Les bureaux de vote, ils ont parlé de ces bureaux de vote vides. Certaines écoles étaient totalement fermées. Certains bureaux de vote sont restés sans électeurs ou électrices. Voilà ce dont ils parlent aujourd'hui au niveau de ces élections. Mais encore une fois, pour eux, ça n'a aucune importance car élection ou pas élection, rien ne changera. Ils savent très bien, ils sont conscients aujourd'hui. Ils disent clairement, il y a eu un avant 2019, il y a un après 2019 et ils savent très bien que élection ou pas élection, ça ne changera rien. Le seul changement dont il parle, c'est que maintenant, depuis que Tebboune est arrivé, le chef de l'État, eh bien, il y a de plus en plus d'arrestations. Il faut savoir qu'il y a 3 semaines, selon le CNLD, on comptait environ 70 détenus liés au Hirak, par exemple, et aujourd'hui, on en compte 225, 230, etc. Donc, il était
question aujourd'hui d'évoquer les élections. Et puis les slogans, pour répondre à votre question, eh bien c'est toujours la même chose. Dawla Madaniya, Mati Askariya, un État civil et non un État militaire. La liberté pour les détenus, la liberté en Algérie, enfin une indépendance. Laissez-nous vivre, laissez-nous aimer ce pays comme nous l'aimons. Très bien. Face donc à cet acharnement répressif des forces de l'ordre, du régime aussi, est-ce que vous avez senti qu'il y a une détermination de continuer malgré donc cette répression qu'on a vue ces dernières semaines? Très bonne question. Alors, bien évidemment, les Algériens et les Algériennes, d'abord la diaspora, il faut savoir que détermination, oui, je vais répondre directement. Pourquoi? D'abord, aujourd'hui, c'est un nouveau dimanche entre Stalingrad, entre République et Stalingrad, pour ceux qui connaissent Paris et la région parisienne. Mais dans quelques semaines, un rendez-vous est organisé à New York. Il y a 2 semaines, c'était Genève. Il y a 3 semaines, c'était Strasbourg. Donc, la détermination, elle est là. C'est un peuple qui ne lâchera pas. Alors, on ne va pas se le cacher. Il n'y a pas autant de centaines de milliers de personnes dans les rues de Paris ou dans les rues du pays en Algérie comme fut une époque. Mais ça, vous me direz, c'est normal. C'est lié à toute nation. Il est rare aujourd'hui de trouver des manifestations où on a toujours autant de monde. Par contre, ce qui est unique à l'Algérie, c'est que depuis 2 ans, et là, la détermination, elle est là, elle se prouve par elle-même, c'est que depuis plus de 2 ans, bientôt 2 ans et demi, eh bien, tous les vendredis, tous les mardis, tous les dimanches, par la diaspora, en Algérie, sans compter les réseaux sociaux et tout le travail qui est fait en sous-marin, eh bien, les Algériens et les Algériennes n'ont pas envie de lâcher. Ils peuvent arrêter tous les Algériens, ils peuvent faire appel à toute la répression, ils ne lâcheront pas. Et peut-être avant de vous quitter, si c'était votre dernière question, ils ne s'arrêteront pas. Ils savent très bien aujourd'hui que le pouvoir avait un certain nombre de dates à respecter, comme le 12-12-2019, le 1er novembre 2020, le 12 juin 2021, mais ils se rendent compte qu'aujourd'hui, c'est qu'à part la répression, eh bien, le pouvoir n'a plus aucune clé, puisqu'il n'y a plus de date aujourd'hui annoncée en termes d'élection. C'est un pouvoir qui, malheureusement, même si on a tendance à dire que le pouvoir algérien ne recule devant rien, eh bien, si aujourd'hui, d'après ce qu'on a encore pu voir aujourd'hui et ce qu'on peut voir au pays, c'est que le pouvoir est en train de reculer face à son peuple. Merci à vous, Chaban Kassi, qui a été avec nous depuis Paris. Merci à vous pour ce compte rendu donc de la marche de Paris qui a eu lieu aujourd'hui, donc la diaspora qui a marché à Paris. On a avec nous Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire, qui est avec nous via Skype depuis Alger. C'est Mohamed Khelfaoui, marhaba bik, bonsoir. À tous les invités, bonsoir à ceux qui nous suivent. Merci à vous, c'est Mohamed Khelfaoui, d'avoir accepté l'invitation. Très rapidement, droit au but, comme on dit, quelle est votre réaction par rapport à cette élection législative qui a été rejetée, boycottée par la majorité du peuple algérien? On parle d'un taux qui dépasse un peu 30%. On n'arrive pas à comprendre comment on est arrivé à ce 30%, alors que Mohamed Chorfi, donc le président de l'ANI, qui parlait à 16h, qui donnait donc un chiffre qui ne dépassait pas les 15%. Quelle est votre réaction, Mohamed Khelfaoui? Bon, ma réaction d'abord, c'est que il n'y a pas de nouveau pour ce qui est de la démarche, des déclarations du pouvoir ou des gens en charge de ces législatives. Ce que dire 30% ou 34%, on a l'habitude de ces taux un peu gonflés, pour ne pas dire beaucoup trop gonflés. Et donc, encore une fois, nous sommes toujours dans le déni de la réalité, le déni, ou alors on tourne le dos carrément donc à une partie de la population algérienne qui rejette ces élections, qu'il a exprimées, qui veut autre chose avant de parvenir à ça. Et malheureusement aussi, nous avons vu les déclarations des uns et des autres, aussi bien les élus que certains responsables, ce qui fait parfois froid au dos lorsqu'on entend des déclarations, le niveau de ces gens-là, même le niveau de ces futurs députés qui vont donc légiférer pour le pays. Là, comme j'ai dit, j'ai eu parfois froid au dos parce que pour moi, la sécurité nationale,
elle risque d'en pâtir. Elle risque d'en pâtir de ce niveau-là qui chute. Nous sommes dans une chute presque incontrôlée, puisque toute la résistance à la chute n'est pas prise en considération. Pour lisser une société avec... Pardon? Oui, je vous entends, oui. Mohamed. Continuez votre analyse. Ce mode opératoire renvoie à certaines années, ou peut-être dans les années 70, 60, peut-être qu'il avait une justification, peut-être que les leaders de l'époque avaient une vision, avaient un charisme, avaient surtout une légitimité, comme nous l'avons tous accepté avec le temps. Cette légitimité est révolutionnaire, mais ils avaient quand même un souci de bien faire, un souci d'aller de l'avant, aussi bien sur tous les plans, c'est-à-dire pour toutes les institutions, un souci d'aller de l'avant, même si en parallèle, il y a cette fermeture plus ou moins forte. Mais il y a le respect du citoyen. Il y avait ce respect du citoyen. Là, il y a où est le charisme de ces gens, où sont ces hommes politiques, où sont ces niveaux, même si on peut contester pour certains, mais il y a l'engagement moral et l'engagement, j'allais dire, physique, en ce sens où on ne lésine pas pour des efforts pour mieux faire. Là, lorsqu'on nous dit, par exemple, le président de la République lui-même qui déclare que le taux ne l'intéresse pas, ma foi, c'est quoi une élection? Autant ne pas faire d'élection. Et ça, je le répète encore, c'est, je ne sais pas, un appel de manière directe, indirecte, ou alors un lapsus, ou je ne sais quoi, mais qui risque quand même de toucher à ce symbole ou à cet élément auquel nous tenons tous, c'est-à-dire notre sécurité nationale. Au lieu de réunir, d'expliquer et de dire des vérités, pour appeler les gens à aller vers le mieux, mais pas accepter n'importe quoi. Un taux que demain, je vais me présenter à l'élection présidentielle tout seul, je vais voter moi et ma femme, et je serai le président de la République. Le taux n'est pas important. C'est dire que on va écouter si Mohamed Khelkaoui par rapport à ce que vous êtes en train de dire. On va écouter ce qu'a déclaré Abdelmadjid Tebboune par rapport à ce taux de participation pour lui, donc qu'il ne compte pas ce taux de participation. On écoute Abdelmadjid Tebboune, Soundbite 1, et je reviendrai à vous. Il m'est arrivé déjà de dire, en effet, قلت أن بالنسبة لي نسبة المشاركة ما تهمنيش. يهمني هو الناس اللي غادي يخرجوا من الصندوق عندهم الشرعية الكافية صوت عليهم الشعب باش غدوة ياخذوا بين يديهم السلطة التشريعية. ولكن هذا الشيء ما يخلينيش بالأني متفائل. أنا نشوف نتبع بعض اللقطات في التلفزيون الوطني نتاع بعض الولايات، تذكر تندوف، تذكر بسكران، تذكر الجزائر العاصمة، وهران، يعني فيه إقبال بالأخص تاع الشباب، وفيه إقبال تاع النساء كذلك. احنا متفائلين خير، وأنا دائما نتفائل خير مهما كان الحال، مهما كانت النسبة. أنتم تعرفوا باللي فيه دول يعني قديمة في ممارسة الديمقراطية. النسبة للمشاركة دائما في الانتخابات التشريعية ما تكونش نفس النسبة لما تكون انتخابات رئاسية أو انتخابات بلدية أو انتخابات ولائية. النسبة دائما، ولكن مهما كان الحال اللي صوت راه أدى الواجب. Donc ça, vous avez écouté Abdelmadjid Tebboune parler donc du taux de participation, que pour lui, donc, c'est pas ça le plus important. On va essayer d'écouter ce qu'a déclaré par rapport au boycott. Donc, et beaucoup d'observateurs parlent de la majorité qui ont boycotté ces élections et qui n'ont pas accepté donc ce fait accompli du pouvoir. On écoute donc ce qu'a déclaré Abdelmadjid Tebboune par rapport au boycott. من حقهم شريطة أن لا يفرضوا المقاطعة على الغير. كل واحد حر في هذه البلاد باش يعبر
على ما في قلبه وما يريد، بصح باحترام الآخر. الديمقراطية هذه هي الديمقراطية، تقتضي أن الأغلبية تحترم الأقلية ولكن هي اللي تقرر. هذا هو إلا بغينا ندخلوا في الديمقراطية، اللي بغى يقاطع هو حر، نقدرش نفرض عليه أنا باش هذا واجب وطني. تحب الأشخاص ما تحبهمش، تحب تصوت ما تحبش تصوت، داك شغلك. Mohamed Khelfaoui, quand on écoute Abdelmadjid Tebboune parler donc de l'Aghlabia, on sait que l'Aghlabia, la majorité des Algériens ont boycotté cette élection. Et quand il dit de la liberté que les gens qui boycottent ces élections sont libres, alors qu'on a vu donc ce qui s'est passé dans les dernières semaines, cette campagne de répression, d'arrestation des militants, même à la veille de cette élection électorale, des personnalités politiques ont été arrêtées, des journalistes aussi. Là, on se pose la question par rapport à ces contradictions dans ce que dit Abdelmadjid Tebboune. D'abord, pour rentrer dans ce contexte et ce type de discours, il faut que la démocratie ou que les libertés soient ressenties. Nous avons vu, par exemple, que ceux qui sont dans une certaine ligne de conduite vis-à-vis du pouvoir ont la télé, ont la radio, ont tout ce qu'il faut. Ceux qui ne sont pas dans la même ligne, ils sont mis sous silence. Et là, ça ne peut pas. On ne peut pas parler maintenant de démocratie. Laissez tout le monde intervenir, laissez tout le monde exposer, laissez tout le monde discuter. Mais ce qui fait un peu... C'est ce qui me gêne un petit peu, c'est lorsque le président de la République, en tant que tel, يقول بالنسبة ليا. Et non, monsieur, c'est pas بالنسبة ليك, c'est بالنسبة للوطن. Le président, il incarne cette nation. بالنسبة ليا, non. يقول لنا بالنسبة للوطن, qu'est-ce qu'il y a? بالنسبة ليك, vous avez vos conseillers, vous avez des trucs. Bon, je ne peux pas discuter une initiative ou une déclaration du président, mais je fais remarquer qu'il faut que les choses soient claires. La même chose, lorsque vous laissez les uns parler, les uns s'activer, etc., et que vous obligez les autres au silence, où est cette démocratie? Où est ces libertés? Où est cette majorité? Donc vous imposez une seule ligne de conduite, une seule ligne, celui qui veut s'insérer. Il est algérien, il a le droit donc de participer à la vie politique, sociale et économique. Celui qui n'épouse pas les mêmes idées, c'est non. Bon, ma foi, ça ne peut pas. C'est un mode opératoire qui risque de séparer ou qui risque même, je ne le souhaite pas, quand même d'entamer certaines choses concernant la sécurité nationale. Parce que nous sommes tous Algériens. Si je ne suis pas concerné, alors qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que nous faisons tous ici? Est-ce que vous pensez que ces élections donc ont approfondi la crise politique que vit notre pays? Vous savez, ces élections, malheureusement, bon, elles ont eu lieu, elles sont ce qu'elles sont, mais c'est nous rappeler encore une fois que cette chambre basse, que cette Assemblée nationale ne compte pour rien. Elle est là. Et d'ailleurs, moi, j'ai eu des gens qui sont venus me voir pour soutien ou pour m'inviter à participer avec ça. Alors, je discute, je pose au moins une question. Qu'est-ce que vous attendez de ça et qu'est-ce que vous pouvez faire de ça? Eh bien, je vous assure, j'ai envie d'aller encore plus loin pour convaincre que certains me disent, écoutez, j'ai envie de boucler le mois. Vous savez, ça vous refroidit complètement. Et c'est déjà, et bon, plus ou moins, j'avais une idée, une vision à l'île. Et quand ils vous disent ça, c'est quoi ils savent très bien qu'ils vont là-bas, ils n'assisteront même pas, mais ils auront une paye, des avantages et surtout une retraite. Voilà un peu les choses. On n'a pas laissé la possibilité à ceux qui peuvent apporter quelque chose, à ceux qui peuvent soutenir, à ceux qui peuvent renforcer l'adhésion populaire autour de projets nationaux, ils les ont mis de côté.
On assumera les conséquences. Restez avec nous, Mohamed Khelfaoui. Je reviendrai à vous. On a été rejoint par Cheikh Ali Belhadj, vice-président du FIS, qui est avec nous depuis Alger. Cheikh Ali Belhadj, مرحبا بك. السلام عليكم ونشكرك على قبول الدعوة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وللمشاركين وللنظارة الكرام. الله يبارك فيك. شيخ علي بالحاج، يعني ما هو تقييم لهذه الانتخابات التي رفضها أغلبية الجزائريين وقاطعها؟ ما هو تقييمك يعني الأول لهذه الانتخابات؟ أولا، موضوع الانتخابات كمبدأ في اختيار الحكام هذا مبدأ مسلم به وشرعا وحتى من ناحية المواثيق الدولية كلها. لا بد للإنسان أن يدخل في حلبة الانتخابات للوصول إلى الحكم ويكون تمثيلي بالنسبة للشعب الجزائري أو لأي شعب من الشعوب. إذن القضية ليست الخلاف في مبدأ الانتخابات، الخلاف المتأصل في الجزائر وفي العالم العربي والعالم الإسلامي هو في آلية الانتخابات. الآلية عندما تكون فاسدة لا تنبت ولا تنتج إلا فاسد، كما قال الله عز وجل: والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فالقضية في الجزائر ليست قضية انتخابات، احنا عندنا تنصيبات. المفروض يعني ينبغي علينا أن نقول هنالك تنصيبات وليس هنالك انتخابات على جميع المستويات. الرئيس معين ومنصب والمجلس التشريعي معين ومنصب. ليس هذا فقط، في الحقيقة منذ 62 إلى يوم الناس هذا على كل حال. ولذلك لا ينبغي علينا أن نتفاجأ. لكن الشيء الذي يثلج صدور الشعب الجزائري كله أن الحراك استطاع بطريقته السلمية أن يفرض نفسه وأن يعمق الأزمة السياسية في الجزائر على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي، إذ أنه أظهر بأن الشعب الجزائري لا يعزف عن الانتخابات وإنما يقاطعها عن قناعة وعن جدارة لعدم فائدتها ولعدم الجدوى منها. ولكن انت قلت باللي التصريحات الاخيره نتاع تبون، عبد المجيد تبون، قال ان الحراك انتهى، يعني وهذا الحراك يخص فقط المئات من الجزائريين وحتى الشعارات تاعها يعني مشبوهه وغير موحده. يعني ما رايك في هذا التصريح؟ اولا، الثورات في تاريخ البشريه كلها ما لم تحقق مطالبها فإنها تبقى دائما على فترة من الفترات حتى تتحقق المطالب. يعني الثورة الفرنسية قبل أن تنجح هنالك 8 ثورات قبلها فاشلة، والثورة الروسية قبل أن تنجح في 1917 كانت ثورات فاشلة، والثورة الأمريكية كانت ثورات فاشلة، وكانت هنالك ثورات حتى في روسيا أيضا وفي بريطانيا في حد ذاتها على كل حال. إذن الثورات دائما تحقق نتائجها على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد، ولكن العاقبة في نهاية الأمور هي لهذه الشعوب الواعية. وينبغي علينا أن نهنئ الشعب الجزائري على حراكه وعلى أنه في الحقيقة قاطع مقاطعة لاحظها العالم والأمي، الكبير والصغير. ويعني هذا في الحقيقة ينبغي أن نهنئ الشعب الجزائري على هذا الإنجاز وعلى هذا الحراك الذكي، لأن الحراك ليس صورة واحدة، هو عنده صور متعددة، وهذا يدلك على حركية الشعب وعلى مرونته وعلى معرفته بالطرق نعم. ولكن الشيخ علي يعني سمعنا تصريحات تبون وقال ان النسبه يعني غير مهمه يعني في هذه الانتخابات، صرح بان النسبه يعني ما راهيش شيء مهم بالنسبه لهذه الانتخابات.
نسبة المشاركة. هذه كلمة كبيرة، ويعني في الحقيقة كما قال قبل قليل الخلفاوي، قال يعني يستطيع الإنسان أن يذهب هو وزوجته وأولاده ثم بعد ذلك يقول النسبة ليست مهمة. يعني هذا كلام يعني في الحقيقة لا يقوله عاقل، فضلا على رئيس يدعي أنه رئيس الجمهورية. ثم بعد ذلك هذا الرجل الذي لا يهتم بحجم المقاطعة أو حجم المشاركة، هذا في الحقيقة يدل دلالة قاطعة على أنه مقطوع عن الشعب. وهو في الحقيقة هو عاش 50 سنة في ظل هذا النظام الذي لا يعتبر الشعب ولا يقيم له وزنا. اليوم انتم ربما سمعتوا يعني إحسان قاضي قاضي إحسان عندما ذهب إلى مركز عنتر، وعندما سئل يعني المخابرات في الحقيقة ليس دورها هي أن تسأل الشخصيات الإعلامية والسياسية عن القضايا السياسية، وهي التي تحدد من يصلح للحكم ومن لا يصلح، وهذا ليس شأنها على كل حال. إذن هؤلاء في الحقيقة هم صنائع المخابرات العسكرية التي لم يتخلص منها الشعب الجزائري، بحيث تصبح المخابرات العسكرية عندها صلاحياتها وعندها مهامها وعندها وظيفتها المحددة التي لا تتعداها. إذن عندما نقول رئيس يقول كلام كما هذا كلام خطير. ثم بعد ذلك هؤلاء الذين قالوا هم أنهم انتخبوا، بالطبع يعني النسبة مضخمة ومفضوحة وبشكل بشع، ويعني في الحقيقة شيء معنى ذلك يقول أنا ناخذ بالناس اللي أفرزهم الصندوق أفرز الأقلية. هل يمكن للأقلية أن تفرز أغلبية؟ ثم شوف مثال عند الدول اللي تحترم نفسها، عندما تكون المقاطعة في حجم من الأحجام يولي أخلاقيا لا يقبل. يعني في الحقيقة دي جول في 1968 عندما أجرى التعديلات على الدستور، ويعني النتائج لصالح التعديلات كانت حوالي 47%، واللي ضد 52 بعدها استقال، لأنه يرى بأن هذه النتيجة لا تمثل. إذن هنالك معايير أخرى، معايير سياسية ومعايير ليست المعايير القانونية فقط. ولكن الشيخ علي، نعم مفهوم الشيخ علي، هناك الآن أحزاب إسلامية يعني شاركت في الانتخابات وقالت وصرحت بأن إن أردنا التغيير لازم أن نشارك في الانتخابات، وهذا التغيير لازم يكون داخل المؤسسات، يعني داخل البرلمان، داخل المؤسسات. ما رأيك يعني في هذا الكلام؟ هذا يعني لو أن الساحة السياسية مفتوحة للجميع، وعندما يتحدث تبون قبل قليل أنت سألتني على تبون، يقول المقاطع الذي يريد أن يقاطع لا يفرض رأيه، لكن هم الدولة بحد ذاتها فرضت نفسها على المقاطع أن يلتزم السكوت، لم تعطيه للإعلام العام ولا الإعلام الخاص ولا الشارع ولا القاعات. إذن هذا فرض بطريقة أخرى، وهذا قهر بطريقة أخرى. لماذا تمنع المقاطعين من أن يكون لهم حظ في الإعلام العام والخاص والقاعات والشارع والقاعات؟ لماذا أنا العبد الضعيف اليوم أردت أن أتصل بالشيخ كمال قمازي في باب الواد، منعت، وقلت للشرطة عندكم ورقة من النائب العام وكيل الجمهورية، عندكم استدعاء؟ قالوا ما عندناش. قالوا احنا عندنا هاتف، الهاتف هو اللي قال يأمره. ثم بعد ذلك أردت أن أزور أحد الأقارب تاعي في ولاية البوليدة، فمنعت. ليس هنالك لا قانون ولا أي شيء. أنا نظن باللي المفروض أنهم يديروا الدستور في 3 مواد: العصا وشراء الذمم، وأن الشعب الجزائري ما زال صغيرا ولا يفهم، وأن هنالك وصاية
من طرف قيادة المؤسسة العسكرية وعلى رأسها المخابرات العسكرية هي أعلم الناس بمصالح الشعب. ولكن شيخ علي معليش، يعني بالنسبة للنظام هذه الانتخابات هذه المحطات يعني هي انطلاقة لما يسمي هو الجزائر الجديدة، يعني هكذا نبني الجزائر الجديدة يعني على حساب رأيه. أولا الانطلاقة ينبغي أن تكون صحيحة، والبناء ولا بناء إذا لم ترص أوتاده. احنا كنا في ثورة سلمية عارمة أسقطت العصابة وأسقطت ولكنها أسقطت بوتفليقة ولم تسقط البوتفليقية. يعني أنت لما تشوف تبون عاش مع بوتفليقة وكان وزير الأول وزير عند بوتفليقة، ثم بعد ذلك توجيل عينه بوتفليقة، وفنيش عينه بوتفليقة، والوزير الأول يعني كان في مكتب رئاسة الجمهورية. يعني نحن نفس الوجوه ونفس كذا، لم يتغير شيء. ولذلك هذه الانتخابات عمقت الأزمة السياسية في البلاد. نرجو أن تراجع السياسة، وأن العقلاء في النظام أن يعرفوا بأن هذه رسالة من الشعب ليراجعوا أنفسهم. ولا عيب أن نتراجع في بلادنا، نحن أبناء ولا بلد واحد، يعني حتى نوفر على البلاد والعباد المآسي والمحن، وفي ظل عالم متغير ومشاكل لا تحصى ولا تعد. نعم، ما المطلوب الآن من الحراك؟ يعني هو الآن قاطع هذه الانتخابات، وقلت أنت بأنه موقف مشرف بالنسبة للحراك. ما هو يعني المطلوب الآن من الحراك؟ أولا النظام فكر بأنه يجعل قضية القوائم، وداخل القائمة لابد من شخص. أتدرون لماذا داروا الشخص هذا؟ داروا شخص من أجل اصطياد الشعب. يعني واحد يقول لك هذا الشخص من عائلتي، من عرشي، من دسرتي، من حومتي، نعرفه، ولكنه في قائمة جبهة التحرير أو الآراندي. أنا لا أعترف لا بجبهة التحرير، وإنما أعترف بالشخص الذي تبنته جبهة التحرير أو الآراندي اللي رؤساها من وراء القضبان على كل حال. يعني عملوا حيلة فيجيبوا أكبر عدد من الشعب، ولكنها انقلبت عليهم. أما الحراك لابد الآن بعد هذا الانتصار الذي حققه، والانتصار كبير، هذا انتصار الأولاني سقط بوتفليقة، ولكنه الآن أسقط أيضا، لأن السلطة التشريعية في أي دولة، احنا في الجزائر السلطة التشريعية تخضع للسلطة التنفيذية، والسلطة التنفيذية تخضع لقيادة المؤسسة العسكرية، وقيادة المؤسسة العسكرية تخضع للنخاع الشوكي للعمود الفقري تاع البلاد اللي هي المخابرات العسكرية. إذا فهذا في الحقيقة تجعلهم فرصة أيضا للمراجعة وفرصة لنفس جديد، وهذا أمل، هذا أمل حقق فوزا. يعني الحراك حقق فوز يعني في الحقيقة مدوي سمع به. لابد أن يجدد أنفاسه، ولابد أن يكون له أمل في المستقبل إن شاء الله، وهذا من وعي الشعب الجزائري. ورغم جابوا الإعلام، وحتى أن تبون فوجئ مفاجأة، هذا الدليل. انظر المباشر، ربما الآن سيعاتبونه على هذه الكلمة. أنا ما يهمنيش، أنا ما تهمنيش المشاركة. إذن كأنه هذه كلمة كبيرة جدا، يعني في الحقيقة يضرب عليها بالطبل كما قالوا قديما. شكرا شيخ علي Belhadj, أشكرك على هذه المداخلة. Cheikh Ali Belhadj qui était avec nous, vice-président du FIS, qui était avec nous depuis Alger. On me dit qu'on a été rejoint par le professeur Houari Addi, professeur émérite Sciences Po de Lyon. Professeur Houari Addi, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Barakallahu fikum, merci pour l'invitation. Allah يبارك فيك سي Houari Addi. On m'a dit que vous étiez en train de cuisiner, à la cuisine, je pense, que vous étiez en train de cuisiner. Oui, il y a un décalage horaire, il est à peine 2 heures de l'après-midi,
Et effectivement. Mais c'est toujours un plaisir de vous entendre et c'est un plaisir de répondre à vos questions parce que ça permet d'informer pour contribuer à la construction de notre État. J'espère que ce n'est pas une tchèque-chouka que vous êtes en train de préparer comme on est en train de la voir en Algérie. C'est un tam تاع معكر. سي الهواري عندي revenons aux choses sérieuses يعني par rapport à la situation en Algérie, donc cette élection, comment peut-on la qualifier le titre de mon émission aujourd'hui, élection législative, défaite du pouvoir face au peuple du Hirak. Est-ce qu'on peut dire ça, الهواري عندي? Oui, c'est une défaite du pouvoir. Et ce pouvoir, il a eu au moins 2 fois, 1988, 1992 et aussi 2019, de préparer une transition douce. Personne ne veut une transition brutale. Personne ne veut la violence. Personne ne veut la violence. Mais les Algériens ne demandent même pas une rupture brutale avec le passé. C'est un régime qui a duré, c'est un régime qui ne sait pas diriger l'État. C'est un régime qui n'est pas capable de mobiliser les ressources humaines et matérielles tel bled. Il ne peut pas. Donc il faut une réforme. Et la réforme que demandent les Algériens, ce n'est pas une réforme dans la violence ou brutale. Et il ne donne même pas un signe de petite ouverture. Il veut juste se renouveler. Alors quel est le problème, le grand problème, et qui fait que l'élection d'une Assemblée nationale en Algérie, ça relève, excusez-moi du terme, ça relève du ridicule. Pourquoi ? Sauf, une Assemblée nationale est un corps souverain, c'est-à-dire qui exprime la souveraineté du peuple. Or, en Algérie, il y a une institution qui exerce la souveraineté, c'est le commandement militaire. Donc, vous ne pouvez pas avoir 2 institutions souveraines en même temps. C'est pas possible. Vous avez le commandement militaire. Il considère qu'il est souverain, qu'il parle au nom de la nation, au nom du corps électoral, et c'est lui qui choisit ceux qui dirigent les institutions. Donc, dans ces conditions-là, vous ne pouvez pas avoir une Assemblée nationale souveraine. Vous ne pouvez avoir que des soi-disant députés désignés par l'administration. Et c'est ce qui se passe. Regardez. C'est pas ce qu'a dit Abdelmadjid Tebboune, professeur Lawari Agdi. Lui, il a affirmé que les élections législatives était un deuxième jalon dans le processus de changement et d'édification d'une Algérie démocratique plus proche du citoyen qu'avant. Oui, mais c'est ce qu'il dit, lui, pour se justifier. Il faut qu'il justifie son pouvoir, un pouvoir illégitime. Et il ne va pas dire le contraire. Et parfois, il se contredit. Mais pour la première fois, Tebboune a dit la vérité. C'est hier ou avant-hier, quand il a dit que le taux de participation, ça ne m'intéresse pas. C'est la première fois dans sa vie qu'il dit la vérité. C'est vrai, mais ça ne les a jamais intéressés, le taux de participation. Parce que ce sont des élections préfabriquées. Je vais vous donner une preuve. Le taux de participation de 30%. Ça, il est de 30%. Il est de 30%. Les résultats tardent. Les noms des députés, soi-disant députés élus, tardent. Puisqu'il n'y a eu que 30%, c'est-à-dire 70% de gens n'ont pas voté. Donc, le dépouillement devrait se faire en 2 heures ou 3 heures. Pourquoi ils ne donnent pas les noms des députés qu'ils ont désignés ? Parce que il y a une réunion au ministère de l'Intérieur, encadrée par des colonels du DRS, et qui sont en train de trier qui sera le député, qui sera le futur ministre du tourisme, etc., etc. Voyez-vous ? Donc, tout est faussé. Tout est faussé parce que ce régime ne veut pas se réformer, ne veut pas permettre à l'Algérie d'avoir un État qui mobilise les ressources humaines et matérielles de cette société. Est-ce qu'on peut parler, professeur Lawari Agdi, d'une rupture ou d'un divorce consommé entre le régime et le peuple algérien ? Et ça, on le voit depuis le début de la révolution 2019. Chaque échéance électorale, on voit un boycott, une abstention qui est extraordinaire.
la rupture entre la population et le régime, elle s'est manifestée de manière publique en octobre 88. Et puis, les gens, avec les réformes de Chevely, avec le pluralisme, etc., les gens ont cru. Il y a eu l'élection législative de décembre 91, la victoire du fils, l'annulation des élections, la décennie noire. Entre-temps, le régime, il a constitué une base sociale clientéliste grâce à la rente pétrolière, mais le fossé dont vous parlez, il n'a fait que s'agrandir. Il s'est agrandi avec Bouteflika. Et il y a eu une rupture. Bien sûr, il y a une base sociale du régime. Il y a une base sociale, celle qu'il irrigue avec la rente pétrolière. Mais elle est devenue très étroite. Et donc, ce qu'il faut, c'est rétablir la confiance entre la population et l'État. Et le régime, parce qu'il faut distinguer entre le régime et l'État. Et le régime, il empêche l'établissement de la confiance entre l'État et la population. Mais j'allais dire un gros mot. Mais c'est notre État. Il faudrait que nous ayons confiance en notre État. Tout le monde, tous les pays démocratiques, ils ont confiance dans leur État, même s'ils les critiquent, ils critiquent des dirigeants, etc., etc. Et il faudrait que nos officiers supérieurs, ils prennent conscience que une armée moderne, professionnelle, d'un pays démocratique ne fait pas de politique. Les armées de l'Espagne, de l'Italie, de l'Angleterre, de la France, des États-Unis, qui sont des armées puissantes, ne font pas de politique. Et ce qui affaiblit politiquement, idéologiquement notre armée, c'est que la hiérarchie militaire fait de la politique. Les généraux, les colonels ne font pas de la politique, sauf le DRS. Les colonels ne font pas de la politique. Professeur Houari Abdi, j'aimerais vous restiez un petit moment avec nous. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, mais j'apprécie votre temps. Parce qu'on a Mohamed Khelfaoui qui est analyste politique. On va lui poser cette question par rapport donc au pouvoir de l'état-major. Mais je pense qu'on a avec nous notre confrère Khaled Drani qui est journaliste, qui nous a rejoint depuis Alger. Khaled Drani, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Est-ce qu'il Khaled Drani est avec nous? Oui, bonsoir. Ah, bonsoir, merci. Là, je vous entends très bien. Merci, Khaled Drani, d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci. Khaled Drani, si on revient un peu sur votre arrestation très rapidement, qu'est-ce qui s'est passé, Khaled Drani? Donc, vous, Ihsan Qadi, Karim Tabou, vous étiez arrêté donc jeudi, juste, je pense, une journée avant donc cette élection. Qu'est-ce qui s'est passé, Khaled Drani? Oui, nous avons passé un drôle de week-end. Je l'ai raconté évidemment dans une publication que j'ai faite hier, parce que je considère que les Algériens et les Algériennes ont le droit de savoir. Nous avons passé près d'une trentaine d'heures à la caserne Antar qui appartient à la Sûreté intérieure. Et j'ai été interrogé sur mes rapports avec les journalistes français qui sont venus couvrir les élections législatives à Alger, sur mes prétendus rapports avec les organisations, entre guillemets, je reprends leur terme, terroristes, le MAC et Rached, mes rapports avec, entre guillemets, j'utilise leur terme, Al-Muqarribin, NFDZ, Abdel Sammar et l'Arabie et autres. On m'a aussi posé des questions sur le ministre de la Communication. On m'a aussi demandé ma religion. On m'a dit de quelle religion tu étais. Et on m'a aussi demandé quelle était l'origine généalogique de ma famille. Donc il y a eu des questions absurdes et il y a eu d'autres questions inacceptables. C'est-à-dire c'est mon droit de rencontrer les journalistes français quand ils viennent à Alger pour couvrir les élections, d'abord parce que c'est des confrères et pour certains c'est des amis. Mais moi, ce que je voulais dénoncer par cette publication, c'est que ces méthodes doivent s'arrêter. Ces méthodes ne sont pas dignes d'un service de renseignement, ne sont pas dignes d'un pays comme l'Algérie. Et je considère que les services de renseignement ont une autre mission, celle de protéger le pays,
de le protéger de la manière sécuritaire et de développer le renseignement sécuritaire et militaire sans s'attaquer aux journalistes, aux militants, aux hommes politiques. Très bien. Comment expliquer donc ces arrestations, Khaled Dararni, sachant que vous êtes une figure en Algérie, donc un journaliste connu dans le monde entier, juste à la veille de ces élections, et aussi sachant qu'il y avait des médias étrangers qui étaient là pour couvrir, entre guillemets, cet événement? Oui, je me suis souvent posé la question. Vous savez, quand vous êtes enfermé dans un bureau pendant 30 heures, vous vous posez beaucoup de questions. Et c'est vrai que c'est absurde d'arrêter des gens connus comme Karim Tabou et Yassine Khadi à la veille d'une élection aussi importante pour les autorités et au même moment, alors qu'il y a des dizaines de journalistes étrangers en Algérie. Alors, une politologue dont je tairai le nom m'avait dit que il n'y a pas meilleur moyen de saboter une élection que de faire ça. Je vous donne l'avis d'une politologue qui n'est pas forcément le mien. Mais on se pose des questions. Pourquoi faire ça maintenant? Pourquoi faire ça à la veille de l'élection, sous le regard de tous ces médias étrangers qui sont ici en Algérie? Parce que il y a 3 arrestations, Karim Tabou, Yassine Khadi et moi-même, et il me semble qu'on n'a pas été arrêtés pour les mêmes motifs. Yassine Khadi, on lui a posé d'autres questions, il a eu le temps de le dire. Nous ne savons pas encore quelle a été la teneur de l'interrogatoire avec Karim Tabou. J'ai raconté la teneur de mon interrogatoire, donc il est clair que nous n'avons pas été arrêtés pour les mêmes raisons. Surtout qu'Yassine Khadi était sous contrôle judiciaire. Comment peut-on lire les résultats de ces élections, sachant que Abdelmadjid Tebboune a déclaré, Khaled Dararni, que le taux de participation n'était pas important pour lui, et je précise. Oui, moi, je vais vous donner mon regard de journaliste. Je ne suis pas un homme politique. Évidemment, il y a cette polémique des 30% en Algérie. Depuis hier, il y a cette grosse polémique des 30% et cette nouvelle trouvaille du président de l'autorité indépendante des élections qui parle de moyenne de la participation. Donc, nous ne connaissons pas encore le taux de participation de ces élections législatives en Algérie. Hier, nous avons découvert le terme de moyenne de la participation qui était énorme, 30% par rapport au dernier recensement qui était de 14%, il me semble. Aujourd'hui, la chaîne France 24 n'est plus autorisée à travailler en Algérie et il est clair, à mon avis, que c'est en partie à cause de l'intervention du politologue Abdelali Rezaghi qui a mis en doute ce taux de participation. Du fait qu'il ait pu grimper de 14 à 30%. Donc pour l'instant, c'est le flou total. Vous avez beaucoup de partis, chacun revendique sa victoire. Le MSP a revendiqué une victoire, le FLN revendique sa victoire. Il y a un classement qui a fait son apparition il y a quelques heures aussi qui est étrange, qui donne le RND en tête. Donc pour l'instant, rien n'est sûr. Au lendemain d'une élection, alors que nous devrions avoir des chiffres c'est-à-dire préliminaire, eh bien nous n'avons rien et on se pose beaucoup de questions. Si on revient un peu sur la médiocrité dont vous avez parlé, Khaled Dararni, et cette médiocrité, on la trouve à tous les niveaux. On a vu les Algériens réagir par rapport à la campagne électorale. Bien sûr, on l'a qualifié de carnaval fait de chara, mais quand on entend certaines déclarations, on se dit vraiment, on se pose la question, où va l'Algérie? Avant de vous donner la parole pour répondre, j'aimerais vous faire écouter donc ces déclarations de Bengrina et je vous donnerai la parole juste après. الحراكي الموجود يدعون إلى حوار سياسي غير إقصائي من أجل إخراج البلاد من أزمتها في إطار كوموندوس سياسي، وإذا تحب الكوموندوس هذا أحيانا يفشل، لازمنا نطلبه من صيدال تنجز لنا وتجيب لنا واحد الدواء جديد يسموه الفياغرا السياسيه للتنشيط السياسي، باش هذا الكوموندوس عندما يفشل ياكل الحبه نتاع الفياغرا السياسيه يتنشط سياسيا وما يخملش، من اجل ان نبني جزائر جديده في اطار حل سياسي، حل اقتصادي. Khaled Dararni, quelle est votre réaction par rapport à ces déclarations qu'on se pose vraiment la question où راهي رايحه الجزائر؟ Oui, je vous rappelle que ces déclarations ont été faites par
celui qui est arrivé deuxième à la dernière élection présidentielle avec plus de 17% des suffrages. Il parle de Viagra politique. De commandos. On est déjà habitué à ce genre de déclaration de M. Boudguena et il n'est pas le seul à nous donner des déclarations aussi ubuesques. Moi, honnêtement, je ne prends pas trop au sérieux ces déclarations. Je préfère me concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire le combat pour la liberté de la presse en Algérie, et rappeler, puisque vous êtes aussi un confrère et que cette chaîne de télévision est extrêmement regardée par les Algériens, j'en profite aussi pour rappeler qu'il y a un journaliste algérien qui est en prison aujourd'hui depuis près de 2 mois. Il s'appelle Rabah Karesh. Il se trouve à 2000 km d'Alger, à Tamanrasset, loin des regards, loin des rédactions, loin des projecteurs et des rédactions algéroises, et qu'il faut se mobiliser pour lui et qu'il faut qu'il soit libéré immédiatement et sans condition. Merci beaucoup Khaled Drani. Merci à vous aussi de nous avoir rappelé que Rabah Karesh est incarcéré, donc arrêté. Merci à vous Khaled Drani d'avoir participé dans cette émission. Merci. Je reviendrai à Mohamed Khelfaoui. Mohamed Khelfaoui, j'aimerais avoir votre lecture par rapport à la mainmise de l'état-major, si on peut dire, de la politique en Algérie. Est-ce que vraiment on est dans une situation qui risque de faire exploser notre pays face donc à ce déni de la réalité, face à ce déni donc de changer de politique? Mohamed Khelfaoui, est-ce que vous avez entendu ma question? Mohamed Khelfaoui, est-ce que vous êtes avec nous? Je pense qu'on a un petit souci avec le son. Mohamed Khelfaoui? Mohamed Khelfaoui, on va revenir vers vous, Mohamed Khelfaoui. On va essayer de régler ce petit souci. On va aller. El-Houari Addi, la question, je ne sais pas si vous avez entendu ma question. Quel avenir pour notre pays? Comment les choses vont se développer? Quelle est votre lecture, professeur El-Houari Addi, face à cette situation de bras de fer, si on peut l'appeler? D'un côté, le Hirak qui ne faiblit pas, qui est toujours là, et qui utilise des méthodes malgré la répression pour un changement pacifique, mais aussi un régime qui ne veut pas qu'il y ait un changement, qui ne veut pas changer. Oui, on peut pas prévoir le futur, en tous les cas le futur immédiat. Qu'est-ce qui va se passer dans 3 mois ou dans 6 mois? On ne peut pas. Mais j'ai comme l'impression que le régime veut s'installer dans ce désert politique, cette rupture avec la population, puisque ce qu'a dit Tebboune, le taux de participation ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que l'opinion politique des Algériens ne m'intéresse pas. Bon, jusqu'à quand un régime qui se discrédite va tenir, ça, je ne peux pas le savoir. Mais en tous les cas, le régime est isolé. Peut-être que dans le commandement militaire, il va y avoir des officiers qui vont prendre conscience que cette situation ne peut pas durer longtemps, surtout qu'il va y avoir des problèmes économiques et sociaux à résoudre. Et les élites que désigne le commandement militaire n'ont pas la compétence et la capacité à gouverner. Peut-être que les généraux ou certains d'entre eux vont changer d'avis d'ici 6 mois, 1 an ou 2 ans. Parce que voilà les élites que proposent et qu'imposent les généraux. Des clowns comme Ben Grina. Et il n'est pas à sa première, il n'est pas le seul. Voyez-vous, quelqu'un qui a la dignité, quelqu'un qui a de la compétence ne peut pas accepter d'être choisi par l'administration pour être député ou pour occuper une fonction élective. C'est pour ça que les gens capables, les gens compétents ne veulent pas et ne peuvent pas prendre part à la gestion des institutions. Donc il faudrait qu'il y ait une prise de conscience chez les militaires, parce que ce qu'il faut éviter, c'est la confrontation violente. C'est tout.
votre question est difficile. Personne ne peut dire combien de temps ça va durer, mais en tous les cas, le régime est isolé. Quel avenir pour le Hirak Houari Addi face donc à cette situation, surtout la campagne répressive qu'on a vue, qu'on a connue ces dernières semaines? Quel avenir pour le Hirak? Alors, le Hirak, il va continuer à exprimer son rejet du régime. Et je pense qu'il va continuer à manifester, mais de façon parcellaire, dans des quartiers où il n'y a pas autant de policiers, de gendarmes pour réprimer. La contestation va trouver de nouvelles formes. Parce que, et de ce point de vue, il faut être admiratif du Hirak. Il n'est pas tombé dans le piège de la confrontation. Parce que les dizaines de milliers d'Algérois qui marchaient, ils pouvaient confronter les policiers. Ils étaient 10 000, les autres ils étaient 30 ou 40 000, mais ils ne voulaient pas la confrontation violente. Et il ne faut pas la confrontation violente. Et je pense que le Hirak va continuer, mais sous d'autres formes, sous des formes parcellaires, de la contestation parcellaire. Et j'espère que la Kabylie ne reste pas la seule région où la contestation s'exprime à cette échelle. Merci beaucoup, professeur Houari Addi. Merci beaucoup d'avoir participé dans cette émission. Yatik Saha, barakallahu fik, professeur Houari Addi, professeur émérite Sciences Po Lyon. Je reviendrai à vous. Je pense qu'on a Mohamed Khelfaoui. Mohamed Khelfaoui, est-ce que vous m'entendez, Mohamed Khelfaoui? Oui, je vous entends. Ah, très bien. Oui, on a rétabli donc il y avait un petit souci de son. Mohamed Khelfaoui, je ne sais pas si vous avez entendu ma question. Face donc à ce déni du régime, et on peut parler aussi des tenants du pouvoir, l'état-major, est-ce que là, on est en train de compliquer la situation de notre pays? Est-ce que on va vers des lendemains, si on peut dire, sombres, surtout que on a des défis sécuritaires, des défis économiques, sociaux. Mohamed Khelfaoui. Oui, je voudrais reprendre une affirmation qui a été dite tout à l'heure, c'est la rupture avec le pouvoir. Moi, je dis plutôt qu'il y a déception, retrait de confiance. La rupture, il ne peut pas y avoir de rupture puisque le Hirak lui-même s'adresse au pouvoir pour lui demander les changements souhaités, pour lui demander une reconnaissance sociale, une reconnaissance politique, qu'il fasse un geste pour dire que je suis conscient qu'il y a un peuple en Algérie. Faites quelque chose parce qu'on a l'impression que ça vole dans deux directions différentes ou à des niveaux différents. Donc le peuple algérien, à travers le Hirak ou à travers d'autres intellectuels, une élite ici et là, continue toujours de demander, de dire. S'agissant de votre question à propos du militaire ou de l'institution militaire, oui, en effet, nous sommes en train, depuis le 22 février, le peuple a marqué un arrêt d'un processus pour passer vers un autre processus. Et ceci a coïncidé avec, justement, je dirais le départ progressif et biologique des gens qui jouissaient d'une certaine expérience et d'une certaine légitimité historique, aussi bien au sein de notre institution militaire qu'au niveau des politiques. Donc il y a quand même, c'est pas un hasard, sinon le hasard fait bien les choses. C'est tombé à pic. Aujourd'hui, ceux qui bénéficient ou ceux qui se prévalaient, et à juste titre, d'une certaine légitimité révolutionnaire, ne sont plus là. Ceux qui viennent on doit trouver maintenant une légitimité qui va permettre la construction de l'Algérie
de l'avenir. De l'avenir, ou l'Algérie nouvelle, puisqu'ils veulent l'appeler ainsi. L'institution militaire, oui, elle peut revoir son rôle. Elle n'a pas besoin d'être toujours là, à veiller, à surveiller celui qui a bien travaillé, le président ou le gouvernement. Donc je vais le changer, je vais vous proposer quelqu'un d'autre. Ou alors se mêler ici et là de certaines missions desquelles elle devait se délester, franchement, pour sauvegarder, pour toujours protéger cette grande image des armées dans tous les peuples. Cette image de notre armée qui ne doit pas être entachée, surtout avec cette nouvelle génération. L'ancienne est partie, ou elle est en train de partir, et donc ce n'est plus le même mode opératoire, ce n'est plus le même discours. Il faut revoir certaines choses et nous ne serons que gagnants. L'institution militaire est une institution souveraine, elle participe dans certains domaines politiques et de défense, elle est garante d'une constitution, et là tout ça c'est un pas dans le... Ça ne veut pas dire qu'elle va être diminuée, non. L'institution militaire reste une institution particulière de la constitution qui donne, oui. Merci Mohamed Khelfaoui. Parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, je dois faire intervenir Maître Nabila Smaïl, avocate et militante politique. Je pense qu'elle est avec nous depuis Alger. Maître Nabila Smaïl, bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. Je suis un petit peu déçue de savoir que j'ai la petite part du temps. Et bon, je vais essayer d'être courte et brève et efficace. Merci maître. Vous êtes toujours grande, ne vous inquiétez pas. Maître Nabila Smaïl, si on revient un peu sur ces élections pour le régime, c'était une fête, donc, même Ammar Belhimar avait déclaré, ministre de la communication et porte-parole du gouvernement, que l'électeur algérien posait la pierre angulaire pour édifier les nouvelles institutions. Abdelmadjid Tebboune avait affirmé que les élections législatives étaient un deuxième jalon dans le processus de changement et d'édification d'une Algérie démocratique plus proche du citoyen qu'avant. Votre réaction, Nabila Smaïl? Ma réaction est exactement la réaction pratiquement de cette majorité du peuple algérien qui a exprimé un refus et qui a vraiment exprimé et signé l'acte de divorce définitif entre le pouvoir et le peuple. Maintenant, qu'ils se réjouissent d'un tel résultat et qu'ils se réjouissent d'une telle mascarade, ils en ont l'habitude. C'est un système qui a toujours vécu dans la contradiction qu'il crée. Il a toujours vécu, mais c'est un système mais. Donc quand on a la police, quand on a la justice, quand on a l'administration, quand on a l'armée, quand on a l'argent du peuple entre les mains, c'est tout à fait normal qu'on puisse s'offrir un logiciel qui va faire monter le taux de participation dans un laps de temps de 1 heure. Alors vous avez de 16h du matin jusqu'à 16h, vous avez un taux de participation de 14%, qui au bout d'1 heure, il arrive jusqu'à 30%. Donc, vous savez, ça, il n'y a jamais eu d'élection libre en Algérie, il n'y a jamais eu d'élection transparente en Algérie. Avec les réseaux sociaux, vous savez, c'est un régime qui est isolé, il vit seul. Parce que la nuit, le soir, hier le soir, il y avait des vidéos qui circulaient sur les réseaux sociaux faisant état du bourrage des urnes pendant l'heure qui a été rajoutée. Et elles sont là. Je ne suis pas en train de raconter des bobards, elles sont là, tout le monde les a vues, ces vidéos-là. Là, on ne parle pas d'une assemblée élue, on parle d'une assemblée désignée. Donc, il n'y a pas eu d'élection. Quand vous avez la Kabylie qui a fait 0 votant, des communes où il y a eu 0 vote, des bureaux eux-mêmes, ils ont avoué que les bureaux n'ont pas ouvert. Et vous vous retrouvez avec plus de 9 sièges, je crois, d'où est-ce qu'ils sont tombés. Donc, nous avons tous compris que c'est des désignateurs. Et encore, pour revenir sur ces résultats, Nabila Smaïl, là j'ai une information, une info, on nous dit qu'une large victoire du FLN à Bdjaïa, on parle même de 9 sièges. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça, Nabila Smaïl, alors qu'on a vu
les habitants de Bjaïa ont boycotté cette élection. On n'arrive pas à comprendre comment on a pu avoir 9 députés du FLN. On ne peut pas expliquer le mensonge. Le seul qui peut expliquer le mensonge, c'est son auteur. Donc tout le monde sait que c'est pas vrai. Tout le monde sait que c'est une désignation. Vous savez, depuis la première élection du 12-12, nous sommes dans les désignations. Il n'y a pas eu d'élection. Il n'y a pas eu d'élection en Algérie. Il n'y a pas eu de scrutin. Il y a eu des coups de force. Il y a eu une décision unilatérale qui a complètement ignoré la volonté populaire. Et là, nous sommes vraiment dans une phase très très dangereuse parce que ce système devient réellement un danger pour la stabilité du pays. Quand vous avez des ordonnances et vous avez des modifications du code pénal, un code pénal qui a été modifié autant de fois depuis le mois de mai à aujourd'hui, il a connu plus de 5 modifications et qui ont incriminé jusqu'à l'action politique. Donc là, il y a vraiment danger sur les libertés, sur tous les acquis, les quelques acquis qu'a obtenu le peuple algérien depuis plus de 30 ans, il y a un revirement autour de ce, il y a un retour, il y a un déni de tous ces acquis-là. Quand vous avez un président, un chef de l'État qui vous dit que moi le taux de participation ne m'intéresse pas, et ce qui va sortir, la légitimité sortira de l'urne, mais de quelle légitimité il parle? On a toujours dit que c'est le taux de participation qui donne la légitimité, et puis il revient dans la même phrase, dans sa même intervention après son élection, il dit or que l'article 7 vous dit que les institutions de l'État sont choisies par le peuple, et le peuple, la majorité n'a pas voté. Quand il vous dit oui, on doit respecter ceux qui ont voté et on doit respecter ceux qui n'ont pas voté, mais la majorité doit se soumettre à la minorité. Mais il a très très bien illustré le régime politique en Algérie depuis l'indépendance. C'est toujours une minorité qui a toujours gouverné en Algérie. Donc il y a crainte sur les libertés, il y a danger sur la stabilité, parce que Nassal, si vous me permettez d'ajouter un fait très très grave, et je vous invite à revoir ça, un fait très grave, en plus du poison qui a été versé par Benguerina. Et hier, j'ai eu l'occasion d'intervenir sur BBC Arabe avec un dirigeant du FLN, un certain Boulgroun, moi je parlais dans son ensemble, je parlais de l'élection, je parlais des résultats, je parlais d'un ultime coup de force contre le peuple algérien, je parlais de la nécessité d'ouvrir un dialogue avec tous les acteurs sans aucune exclusion, je parlais des solutions que nous avions proposées et que le pouvoir ne veut pas entendre. Vous savez ce qu'il me répond? Il me répond que المقاطعون هم أهل هذه الدشرة التي تريد كسر الوطن. هذه الدشرة, donc il parlait de la région de la Kabylie, هذه الدشرة أعداء الجزائر. Et qu'est-ce qu'il ajoute? Ça c'était en direct, je vous invite à revoir l'émission d'hier à 8h30 BBC Arabe. Il dit هذه الدشرة التي أنجبت جنرالات فرنسا وهم توفيق وتواتي وحداد ويحيى. Alors j'ai répondu, j'ai dit إنني أفتخر أنني من منطقة أنجبت 11 كولونيل للثورة, وأن القياديين تاع الحزب تاعي كي الFFS ما كان ولا قيادي راه في الحبس بخلاف القياديين تاعكم اللي سرقوا الفلان وراهم كاع في الحبس. Donc regardez ce genre de langage, cette haine envers la Kabylie. Ils ont modifié le code pénal pour dire que tous les discours de haine et de racisme sont des discours qui sont réprimés par la loi. Ils répriment de jeunes hirakis, ils répriment ceux qui demandent leur part dans l'éducation d'un État. Et pourtant, Nabila Smaïl... Et c'est
cet individu, personne. Il y a eu une plainte contre Bengrina, nous savons qu'elle n'aboutira pas. Il y a eu une plainte contre Naïma Salahi, nous savons. Donc, qui est en train d'œuvrer à diviser la Kabylie? Nous, on est en train de dire, on reprend la même phrase que Amel Khadr Bourga'a, la Kabylie est le cœur battant de l'Algérie. Là, on ne peut pas imaginer une Algérie sans la Kabylie. Alors, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour pousser les gens à se réclamer du MAC, avec lequel je ne partage absolument rien du tout, mais s'il y a un radicalisme, c'est eux qui ont créé ce radicalisme. Parce que quand vous avez des responsables d'un parti comme le FLN, Allah yarhamou Mehri, parce que si Mehri savait que le FLN allait tomber entre des mains de responsables qui sont tous en prison et de gamins qui viennent insulter la terre des libres, Tamazigh n'existe pas. Oh, un type il se dit être prof d'histoire. Quelle histoire il a? L'histoire pour faire des histoires. Très bien. Nabila Smaïl, est-ce que vous pensez que le Hirak a tourné donc cette page de division, de haine? Est-ce que le Hirak aussi a unifié les Algériens, si on peut dire, avec des slogans Khawa Khawa, ما كاش الفرق بيناتنا لا قبايلي لا عربي لا شاوي. Est-ce que Nassar, la marche de vendredi passé a été une gifle pour le pouvoir algérien, parce que quand vous avez une centaine, plus de 300 jeunes qui sont venus de Msila, de Tlemcen, de Indefla, de Mstranem, de Tbessa, de Tebessa, ils sont venus de Tbessa, ils ont brandi des pancartes pour dire Laji'in min Tbessa, ila ikhwatina al-qabail. Ils sont venus, ils ont cassé ils ont cassé ce complot contre la Kabylie pour dire que la Kabylie est la seule région qui continue à faire le Hirak. Ils sont venus faire la marche ici. Le Hirak, le peuple algérien s'est uni. La plus grande victoire de cette révolution, c'est le niveau de maturité politique qu'a gagné le peuple algérien. Je viens de sortir du tribunal de Tizi Ouzou. Il y a eu la présentation d'un jeune hirakiste de Tipaza qui a été pris vendredi passé. Il a été présenté aujourd'hui. Il vient de comparaître. Si vous aviez entendu les propos et le niveau politique avec lesquels il a répondu aux questions du magistrat, vous serez fiers de ce peuple et de cette jeunesse qui a compris qu'il n'est pas normal d'être dans un pays riche et de ne pas trouver de l'eau dans son robinet. Il n'est pas normal qu'on soit dans un pays aussi riche que l'Algérie et qu'on tienne son ventre parce qu'on ne sait pas si on va trouver un travail ou pas. Il n'est pas normal, je le dis, je le répète, un État dans lequel 45 millions d'habitants vivent dans la terreur est un système qui commence à devenir dangereux pour le peuple. Parce qu'un État s'édifie avec les libertés individuelles et collectives. On ne peut pas continuer à régler ce problème politique avec la répression, avec la prison, avec des modifications et l'instauration de lois liberticides. Nabila Smaïl, en un seul mot s'il vous plaît, il ne me reste pas beaucoup de temps. Est-ce que ces élections législatives étaient une défaite pour le pouvoir, pour le régime, et une victoire pour le Hirak? En un seul mot. C'est une victoire pour le Hirak qui a rejeté entièrement la feuille de route du pouvoir et du système. Donc, merci. Le pouvoir continue. Merci à vous, Madame Nabila Smaïl. Le peuple continue à tirer profit de toutes ces défaites et merci. Merci à vous, Madame Nabila Smaïl, avocate et militante politique. Merci à vous. Merci à tous mes invités. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous retrouve dans d'autres émissions, Inch'Allah.